qui est le plus important. Apprenons à lire, à compter, à écrire, à penser. Faisons confiance dans la vie et faisons la révolution. Les terminales vont vous proposer un tout autre registre avec une sorte de medley de textes tirés de langue de Gouges, avec la déclaration de la femme et de la citoyenne, des textes de langue audoire, qui ressemblent, et surtout des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes pour votre plus grand plaisir. Je pense que je vais les laisser s'exprimer. Faites-leur confiance, le registre va changer. Quelque chose se passe. Et puis le silence. La vie est faite de bruit. Suzanne Sontag écrivait que l'on reconnaît l'importance du silence, mais que l'on continue tout de même de parler. En découvrant qu'on n'a rien à dire, on cherche une manière de dire cela. Emily Dickinson a dit ne rien dire. Parfois on dit davantage. Le silence est une dialectique de l'expérience. Un mode de savoir particulier qui reflète le monde situé, tout en donnant à voir les possibilités d'un devenir émergent de cette situation. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut commencer quelque part. Selon Wajdi Mouawad, le but fondamental de la création théâtrale est de découvrir notre identité. Voilà notre problème. Qui décide notre identité? Nous. En êtes-vous sûr? Tu n'as pas l'impression assez souvent que ce sont les autres qui nous disent qui nous devrions être? Est-ce que nous sommes Alice au pays des merveilles, Podane qui fuit son père, le petit chaperon rouge perdu dans la forêt? Une jeune femme en train d'attendre qu'on lui ramène une chaussure perdue à minuit afin de pouvoir vivre? Je ne me sens pas princesse. Je n'ai pas envie d'attendre dans une tour avec mes longs cheveux ou endormie derrière une haie ou dans un cercueil en verre qu'un beau prince vienne me sauver. Je n'ai pas besoin d'être secourue par un prince. Est-ce que vouloir écrire ses propres histoires est-il si mal? Est-ce que c'est mal de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre nous définisse? Est-ce que c'est mal de ne pas vouloir être obligé de se battre pour l'égalité? Parce que nous ne voyons pas pourquoi ce n'est pas automatique. Pourquoi faut-il toujours se battre? Apparemment, nous n'avons pas encore vraiment gagné l'égalité. Vis pacem parabellum. Il faut préparer la guerre. Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprenez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long qui est le plus important. Et c'est ce que vous ne trouvez pas amusant qui est le plus drôle.
Comment ne pas redouter les effets de la plus petite attaque que de si précieuses victimes qu'on paie sous le diable? Mes chers compatriotes, mes chers camarades, mes chers compagnons, aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin de vous. Sortez les armes à feu, sortez les armes, préparez-vous. Trompé. Messieurs, c'est derrière la barrière que je vous déclare. J'attaque plus fort que moi. J'attaque le sexe fort, tandis que je fais partie du sexe faible. Je dois donc avoir pour moi les gens de cœur, toujours prêts à secourir le faible contre le fort. Vous autres, messieurs, vous attaquez bien souvent les femmes dans vos clubs, dans vos réunions, dans vos cercles. Médire d'elles et calomnier est un de vos plaisirs favoris. Vous faites bon marché de nos défauts, de nos travers, de nos vices, de notre réputation. De nos défauts, de nos travers, de nos vices, vous vous raillez impitoyablement. De notre réputation, pour satisfaire à une petite vengeance, par désœuvrement même, vous la ternissez. Sans songer que la bonne renommée est à la femme ce que le parfum est à la fleur. Sans songer que le mot femme est synonyme pour vous de mère, de fille et de sœur. Sans songer que l'Évangile dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous dise ». Sans nul doute, vous ne voudriez pas que l'on calomnia, diffama ou médit de votre mère, de votre sœur ou de votre fille. Pourtant, on voit toujours prêt à mal parler des femmes. Je veux les prier de perdre un peu cette détestable habitude, de dire par ton, par genre, par vengeance, par dépit du mal des femmes. Dieu créa d'abord la terre. Il fit Ensuite, la lumière. Il créa les poissons qui nagent dans l'eau, les oiseaux qui volent dans l'air. Après, il peupla la terre de toutes sortes d'animaux. Bœufs, buffles, moutons, serpents, lapins, éléphants, etc.
se dit ensuite, faisons un être au-dessus de tous les hommes. Un être qui est comme nous, une âme immortelle. Il prit de la boue, de la simple boue, notez bien cela, et il fit l'homme, Adam, votre père à tous, monsieur. Puis, il créa la femme, Ève. Remarquez que pour elle, il trouva que la boue était trop indignée. Alors, il prit une matière qui avait déjà été purifiée par son souffle divin, une côte, une portion d'Adam, pour former Ève. Eh bien, vous êtes forcés de croire que la boue est une partie moins indigne qu'une partie de vous-même, ce qui serait peu flatteur, ou vous êtes forcés de convenir que le Créateur nous a formés avec plus de soin, plus de délicatesse que les hommes. À présent, examinons l'ordre qu'il a suivi dans la création des êtres animés. Les poissons, les oiseaux, les animaux qui peuplent la terre, l'homme et la femme. Si les hommes n'admettent pas qu'il est parti du moins pour arriver au plus, ils seront forcés de reconnaître que les homards, les merlans, les crocodiles et les requins leur sont supérieurs puisqu'ils sont leurs aînés dans la création. Arrivons à l'intelligence. Si nous remontons à Adam et Ève, vous m'avouerez bien qu'ils ont un peu montré. La fameuse pomme a été mangée. L'histoire nous dit, Ève a pris l'initiative et a tenté son épouse. Si elle n'a pas fait preuve d'esprit ou d'obéissance, elle a au moins prouvé qu'elle avait l'esprit d'initiative et de l'imagination. Adam n'en avait pas. Bref, son rôle fut assez bête, et le père des hommes n'a pas prouvé sa supériorité sur notre mère Ève. Depuis, dans les siècles passés, dans le siècle présent, si l'homme parvient à faire de grandes et belles choses, c'est toujours pour la femme et par la femme. Vous ai-je déjà dit que Shakespeare avait une sœur? Bien, elle est morte jeune et n'a malheureusement jamais écrit le moindre mot. Ce que je crois, c'est que cette fameuse poète, qui n'a jamais écrit le moindre mot et qui a été enterrée là, à ce carrefour, est toujours vivante. Elle vit en moi, en nous, en vous et en bien d'autres femmes qui ne sont pas avec nous ce soir, car elles font la vaisselle et couchent les enfants. Elle est vivante, car les grands poètes ne meurent pas. Ils nous hantent et n'attendent qu'une occasion pour réapparaître. Cette occasion, me suis-je dit, vous est désormais donnée. Car si nous reconnaissons que nous avançons seuls, sans nous accrocher à aucun bras, et que nous sommes liés au monde réel, alors cette fameuse sœur de Shakespeare pourra renaître. En prenant place dans la vie de femmes inconnues dont elle est l'héritière, elle pourra revenir au monde. Tout le monde sait que la fameuse école d'Alexandrie avait pour orateurs les plus grands théologiens et les plus grands philosophes. Évidemment, Merci. Saint Jérôme, Origène, Théophile, Chrysostome et Cyril en faisaient partie. Au milieu de toutes ces vastes intelligences, de tous ces sublimes génies, soudain apparaît une jeune fille. Belle de ses 20 ans et d'une rayonnante beauté, elle leur dit à tous « Place pour moi !» Moi aussi je veux cueillir les lauriers de la gloire. Elle monta dans la célèbre chaire d'Alexandrie et se mit à expliquer à une foule enthousiaste et charmée Aristote et Platon.
son succès égale son talent et son éloquence. On fait foule pour entendre la jeune et belle Hypatias, fille du mathématicien Théon. Eh bien, que croyez-vous que firent ses adversaires barbus? Qu'ils l'applaudirent? L'encouragèrent? Allons donc. Furieux, exaspérés de voir une faible femme leur disputer la palme du savoir et de l'éloquence, ils l'écharpèrent, la mirent en pièces. Voyez plutôt comment l'histoire nous raconte cet horrible assassinat. Un jour, les adversaires, collègues d'Hypatias, avec Saint-Cyril en tête, attendirent la jeune fille dans une rue où elle avait coutume de passer en sortant de faire son cours. Elle arrive dans son char, le front brillant de beauté et de gloire. Elle est acclamée par la foule. Saint-Cyril et ses compagnons, dont faisait partie Pierre, un des licteurs de l'Église, entourent le char. En arrache Hypatias, il l'écharpe, jetant au vent les lambeaux de sa chair. Voilà un procédé peu parlementaire s'il en fut, pour avoir raison d'une rivale. Pensez-vous que cet horrible assassinat fut puni? Non. 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 Comme les hommes, les femmes doivent se battre pour réussir. Et si elles échouent, leur échec doit être une source d'inspiration pour les autres femmes. Amelia Hart. Rien ne justifie que la moitié de la population souffre et se soumette. Rien ne l'a jamais justifié. La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on choisira une femme incompétente. Françoise Giroud. La société a encore du mal avec les femmes puissantes. Angelina Jolie. Vous voyez ce qui nous permet d'utiliser Internet tous les jours, le Wi-Fi, je crois. Eh bien, savez-vous que la personne à l'origine de cette technologie était une femme, Eddie Lamar. Mais ça, bien évidemment, on ne crie pas sur tous les toits. Les femmes nulles copient la mode, les prétentieuses l'exagèrent et les femmes de goût pactisent agréablement avec elles. Émilie du Châtelet. Jules Michelet a dit, souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse, de ses larmes et du sang qu'elle a versé pour nous. Il parle évidemment de Jeanne d'Arc. Antigone. Ce nom vous parle forcément. Pourtant, la seule chose dont tout le monde se rappelle, c'est qu'elle meurt. Seulement, on oublie un peu l'essentiel. Cette femme s'est imposée face à un homme, mais aussi face à toute une société pour suivre ses convictions jusqu'au bout. Elle meurt, et parce qu'elle n'a décidé d'obéir qu'à une seule personne. Elle meurt. Vous voyez cette femme, amante de Jules César, de Marc-Antoine et fille du pharaon Ptolémée XII. Eh bien, cette courtisane, comme vous devez certainement le penser, est une femme qui a su régner pendant 20 ans dans un monde exclusivement dominé par les hommes. Cette femme, mesdames et messieurs, c'est Cléopâtre. Na na na, come on. Na na na, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on, come on, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on, come on, come on. Na na na.
Suis-je ainsi? Suis-je aimé? Suis-je aimable? Seulement aimable, me voilà inconnu. Même pour moi, je manque de matériel. Je suis désolé. Je pars. Ça ne marchera pas. Gilles, je suis ta femme. Aide-moi à me retrouver. C'est effrayant. Je marche au-dessus d'un précipice. À chaque instant, je peux apprendre un détail immonde qui me transforme en salaud. J'avance sur un fil. Je me maintiens au présent. Je n'ai pas peur de l'avenir. Mais je redoute ce passé. Je crains qu'il ne soit trop lourd, qu'il ne me déséquilibre, qu'il ne m'entraîne. J'avance à la rencontre de moi, sans savoir si la destination est bonne. Quels sont mes défauts? Tu en as très peu. Que te dire d'autre sur toi? Tu adores courir les magasins, ce qui est rare chez un homme. Tu supportes même de passer 1 heure chez un chausseur pour femmes, ce qui mérite un diplôme. Tu as toujours un avis très précis sur les vêtements que j'essaie, un avis d'esthète, pas un avis de macho qui habille son épouse avec ses billets de banque. Nous nous donnons parfois rendez-vous dans des salons de thé. Je bois du thé. Passionnément. Tu as l'air déçu. Je ne serais que plus viril. Le thé, les magasins, les vêtements, on dirait une bonne copine. Ton charme vient de là. Tu offres un délicieux mélange de masculin et de féminin. Bilan de fin de séquence. Gilles, 36 ans. Narcissique. Je rajouterai même pervers narcissique. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Des gros manques de confiance en lui. Il va falloir travailler là-dessus, là, parce que... Oh oui, ses problèmes de sexualité. Il m'a raconté. J'ai de la peine pour ses ex-femmes. Masculinité toxique. Ah, allez-y, je vous en prie. Vous attendez. Dites-moi tout.
gérer ses relations personnelles. C'est important. On va travailler sur cette gestion. Vous gérez comment vos relations personnelles? Vous les gérez bien? Vous les gérez mal? Gérer... Qu'est-ce que... Excusez-moi, je peux poser qu'une question? Je sorte peut-être un peu du cadre. Sortez du cadre? Qu'est-ce que vous voulez dire par gérer? On va apprendre ensemble à gérer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Gérer le pour et le contre. Gérer n'est pas toujours facile. Vous y avez pensé? J'ai réuni tous mes problèmes pour vous en parler aujourd'hui. C'est bien, c'est important. Ah, d'accord, alors dans ce cas, j'ai réfléchi à ça aussi. Comment parler de soi-même? J'ai répondu à cette question dans un article. Hier, par exemple, gérer sans but dans les rues, je me suis dit, arrête tes jérémiades. Gérer. Qu'est-ce que gérer déjà? J'ai résisté et j'ai réalisé que c'était pas si compliqué. J'ai récupéré tous mes moyens. J'ai résumé la situation et j'ai récité dans ma tête tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rétabli la situation en une séance, non? J'ai remarqué, j'ai bien quand? Jérémy, pourra-t-il me dire? Vous voyez, vous êtes presque guéri. Vous gérez beaucoup mieux. J'ai merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Cliché-sur-Canapé. Aujourd'hui, nous allons construire une femme. Pour commencer, il nous faut une base. Assistant? Merci, une base. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Des fleurs? Oui, il faut qu'elles sentent bon. Ensuite, Elles sont belles. oui, bien sûr, il faut bien quelqu'un pour le faire. Elles adorent les bijoux. Elles auront des problèmes. Non, ça regarde pas. Elles aimeront l'argent. Pas trop. Elles savent cuisiner. Il faut aussi quelqu'un pour le faire. Elles seront douces. Et généreuses. Elles adorent encore des bijoux. Encore plus de bijoux. Elles ont du caractère. Elles auront la charge mentale. Eh ben oui. La charge mentale. Elles en mettent partout des bijoux. Dans des bijoux. Elles aiment Les fruits. Et les paillettes. Par contre, ce sera pas un cadeau. Attends, on a bien fait. Encore des bijoux. Femme, non féminin. Du latin femina, être non masculin. La femme est le produit d'un os surnuméraire, disait Bossuet, qu'on ne serait taxé de misogynie, eu l'égard à l'estime compréhension qu'il fit toute sa vie à l'endroit de la gente féminine. La femme est assez proche de l'homme, comme les bagnoles bretons, à la seule différence près qu'il ne manque à les bagnoles bretons que la parole, alors qu'il ne manque à la femme que de se taire. Aussi, la robe de l'Ivanhoe breton est rouge-feu, et il n'en a besoin que d'une seule. Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu.
En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. La femme ne peut se reproduire seule. Elle a besoin du secours de l'homme, lequel parfois n'hésite pas à prendre sur ses heures de sommeil pour la féconder. Aussi, des observateurs adoptifs ont affirmé qu'elle prend un vif plaisir à satisfaire sa viviparité. La gestation chez la femme dure 270 jours, au cours desquels elle s'empiffe, s'enlaidit, gémit vaguement, tout en contribuant à faire grimper la courbe de l'absentisme dans l'entreprise. Au bout de ce 9 mois, le petit homme vient au monde. L'accouchement est douloureux. Cependant, la femme tient la main de l'homme. Ainsi, il souffre moins. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la propriété, la liberté, la sûreté et surtout la résistance face à l'oppression. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels des femmes n'est de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La libre communication des opinions et des pensées est un des droits les plus précieux. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, De fanatisme, De superstition Et de mensonges. tout ça traîne. Vous nous dites d'arrêter de nous plaindre. Et regardez, vous voyez bien que les droits des femmes ont progressé. Imaginez ce que vivaient vos grands-mères. Soyez contente de ce que vous avez aujourd'hui. Ouais, on est contente, ouais. On vit quand même dans un monde où la femme n'a jamais été, quoi que vous en disiez, égale à l'homme. Un monde où la moindre avancée des droits des femmes est vécue comme une victoire, alors que cela devrait être normal. Un monde où la misogynie et le sexisme ont été les fondements de la société, jusqu'à être écrits dans des ouvrages politiques ou religieux. Un monde où les féminicides et les violences conjugales sont des faits divers. Un monde où la justice demande les preuves d'un viol. Un monde où la tenue justifie le comportement des autres. Un monde où les hommes regardent plus ton corps que tes yeux. Un monde où porter un short à l'école déconcentre les garçons. Un monde où my body, my choice ne va toujours pas de soi. Un monde où dire non peut vouloir dire oui. Un monde où être égalitaire, c'est être hystérique. Un monde où être payé de la même manière n'est pas si évident. Un monde où être une femme célibataire et sans enfant est être une gosse perdue. Un monde où les petites filles et les petits garçons grandissent dans les stéréotypes. Un monde où dans certains pays, il y a aura bientôt plus de droits. Un monde, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on est jugé. Un monde où tu dois te battre constamment pour être toi-même. Un monde qui est loin de tourner rond. Ça peut juste pas rester comme ça. Il faut que ça change. Et l'éducation pourrait être la base de ce changement. Il faudrait que, dès le plus jeune âge, que ce soit à l'école ou à la maison, on répète régulièrement que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits. Qu'il n'y a pas de parcours où l'homme est plus légitime et qu'il n'y a pas de tâche à laquelle la femme soit plus contrainte. Et puis les autorités devraient aussi avoir leur rôle à jouer. On devrait les rendre plus présentes, plus disponibles pour les victimes. Puis surtout,
trouve un moyen de dénoncer sans avoir honte ni peur du jugement. Avoir plus de lieux ou de centres pour partager, se reconstruire. On pourrait instaurer à l'école, au travail, partout où cela serait possible, des temps dédiés aux discussions, aux débats. Tout le monde a besoin de parler, mais personne ne sait. Dans tous les cas, il est nécessaire que cette lutte se fasse collectivement, toutes et tous ensemble, pour peut-être arriver à atteindre un monde un peu plus juste.
pratiquons un sport, nous avons toutes entendu des reproches contradictoires sur nos corps. Dans certaines disciplines, on nous demande de sourire en permanence. Dans d'autres, on nous reproche d'être trop muscles, trop fortes, trop loin de ce qu'une femme devrait être. Si nous dansons, on nous demande d'être belles, gracieuses, fines et élégantes, comme si la performance passait après la beauté. Si nous jouons au football ou au rugby, on nous reproche d'être trop dur, trop loin de ce qu'une femme devrait être. Ce que nous reprochons au monde, c'est d'enfermer nos corps dans des contradictions impossibles. Être parfaite, sans être trop. Être légère, mais solide. Être belle, mais jamais trop puissante. On oublie souvent que nos corps racontent nos efforts, notre discipline, nos sacrifices. Nos muscles, notre posture, nos cicatrices, tout cela est le reflet de notre engagement. Pourtant, on nous demande encore de correspondre à une image qui n'existe pas. Ce que nous voudrions que le monde comprenne, c'est que notre valeur ne se mesure pas à la conformité de nos corps ou aux normes de beauté, mais plutôt à la joie et à la détermination que nous mettons dans notre discipline. Nos corps ne sont pas une erreur ou une vitrine. Ils sont le lieu de notre liberté, quelle que soit la forme que cela prend. Je déteste être une femme. Ou plutôt, je déteste être une femme dans ce monde. Car au fond de moi, j'aime être une femme. Vous vous imaginez avoir la possibilité de donner la vie? Ça, c'était avant. Avant de vivre dans un monde où les femmes sont sans cesse jugées, stigmatisées, sous-estimées. Avant de vivre dans un monde où l'on risque de se faire agresser à tout moment pour le simple fait d'être une femme. Un monde où l'on demande toujours aux femmes d'être irréprochables, mais où elles ne le seront jamais, car elles seront toujours trop superficielles, trop laides, trop réservées, trop extraverties, trop timides, trop dépensières, trop radines, trop masculines, trop féminines, et surtout, trop femmes. Mais alors, que faut-il faire? Les juger comme ils le font? Ouais, Pourquoi pas? Les traiter de la même manière? Carrément. Ouais. Non. Non, cela ne servira à rien. Ce qu'il faut, c'est montrer que nous sommes plus qu'un objet du désir masculin. Il faut montrer que chaque femme a ses qualités et ses défauts, mais que chaque femme est valide, tout comme chaque homme. Et messieurs, si j'ai un dernier conseil à vous donner, commencez par regarder autour de vous. Ce sera déjà un grand pas. Ce qu'on pourrait reprocher au monde, ce serait les fausses idées et les propos misogynes dits par certains, tels que les femmes sont de mauvaises conductrices. Pourtant, il y a plus d'accidents causés par des hommes que par des femmes. En prenant un ratio, 5 hommes pour une femme est impliqué dans un accident de la route. Les mots sont importants. Les mots ont un poids. Pourquoi certains mots à connotation négative sont féminins? Une hystérique, une victime, la trahison, la mort, ou la forme féminine est négative. Un gars, une garce, un chien, une chienne, un chat. Un homme public est un homme connu. Une femme publique est une prostituée. Un homme facile est simple à vivre. Une femme facile est une prostituée. Un homme qui fait le trottoir est un paveur. Une femme qui fait le trottoir est une prostituée. Les mots sont importants. Pourtant, on ne les utilise pas toujours correctement. Par exemple, le mot universel. Universel, qui s'étend, s'applique à la totalité des personnes, objets ou choses qui existent. Suffrage universel, non masculin, instauré en 1848 pour les hommes. Juste les hommes. Le 4 juin 1936, Léon Blum nomme 3 femmes à son gouvernement. 1936. 88 ans plus tard. Le 29 avril 1945, premier vote des femmes aux élections municipales. Les femmes seront pour la première fois aux urnes. 97 ans plus tard. C'est quoi le féminin de oppresseur? Oppresseur. Le langage est indissociable de la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage sans pensée. Donc,
Les responsables de ces pensées sont ceux qui font le langage. Dans le premier dictionnaire français, instauré par l'Académie française, le mot l'homme pouvait désigner l'humanité. L'Académie française est une institution qui écrit et élabore le dictionnaire officiel de la langue française. L'Académie française a donc beaucoup d'influence dans l'évolution de la langue. L'Académie française est composée de 40 membres. Elle a été créée au XVIIe siècle et la première fois qu'une femme est devenue membre de l'Académie française, c'était en 1980, il y a 46 ans. Actuellement, les membres de l'Académie française sont composés de 34 hommes et de 6 femmes. Le masculin l'emporte. Je suis celle qui refuse de comprendre. Je suis celle qui ne veut pas comprendre, qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de haussement d'épaule, pas de murmure, et pas de prétexte, les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un chien que je promène, un petit chien que je cajole et promène. Mon émotion est noire et lourde. Elle a le poids de la hache et le tranchant du silex. Bizarre. Est-ce que vous buvez? Non. Moi? Je bois? Oui. Parfois le soir, tu recommences. Trop? Ah, c'est donc ça la chose horrible que je devais découvrir. L'alcool. Où est Jules, Maxime? Là, en descendant l'escalier, tu t'es retourné brusquement. Tu as fait un faux mouvement. Tu t'es cogné la nuque sur ses pieds. Je suis celle qui refuse de comprendre. Je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de murmure, pas de prétexte, les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un petit chien que je promène. Un petit chien que je cajole et promène. Mon émotion est noire et lourde. Elle a le poids de la hache et le tranchant du silex. Je pourrais reprocher au monde de m'avoir appris à me méfier, avant même d'apprendre à marcher seule. On m'a fait croire que mon corps était un danger, une tentation, une faiblesse, mais rarement une force. Je lui reproche ces regards qui jugent, ces mots qui enferment, ces silences complices. Je reproche au monde de m'imposer des limites, des étiquettes, des rôles que je n'ai pas choisis. Et pourtant, je porte en moi cette colère, comme une lumière, celle qui refuse de se taire, qui exige d'exister pleinement et qui réclame un monde où être femme ne signifie plus lutter pour simplement être. Je suis une fille, future femme, et j'ai des reproches envers le monde dans lequel je grandis. On nous a appris, dès notre plus jeune âge, à nous modeler en fonction des attentes. Être belle, gentille, calme, disponible, mais ni trop ambitieuse, ni trop libre. Ce que je ressens en tant que femme, c'est une sorte de fatigue profonde. Celle d'avoir approuvé que nous méritons l'écoute et le respect autant que les hommes. La seule et unique chose que je revendique, c'est qu'hommes et femmes soient vus avec la même considération, reçoivent le même mérite et soient écoutés de la même manière. On nous demande d'être fortes, sans nous laisser la place pour l'être à notre façon. Ce que je souhaiterais, ce n'est pas qu'on nous donne le pouvoir, mais simplement qu'on arrête de le retenir. Qu'on nous laisse vivre, agir, penser, sans savoir se battre pour exister pleinement. Être encore enfermé dans les préjugés, les stéréotypes qui nous ciblent principalement nous, les femmes, et qui nous empêchent de vivre librement, c'est ce que je reproche au monde. On nous demande à nous, les femmes, de rentrer dans un moule, ce qui mène à des critiques constantes sur tout ce que nous faisons. Que ce soit notre travail, notre vie de famille, ou même notre manière de nous habiller. Il est difficile de se sentir valorisé quand la société et les hommes ne voient que des idées préconçues. Dans la rue, nous avançons la peur au ventre.
Et au lieu de protéger les filles, on nous dit de faire attention, de nous couvrir, de nous taire. Et lorsque l'on ose s'habiller comme on veut, on nous accuse de provoquer au lieu de remettre en cause ce qui nous agresse. Pour que ce monde cesse d'imposer ses chaînes, il faut d'abord apprendre à reconnaître la force qui existe en chaque femme et lui donner la place qu'elle mérite. L'éducation doit être réinventée, enseigner le respect, l'égalité et la liberté dès l'enfance, pour que ces regards cessent d'être des jugements et deviennent des reconnaissances. Il faut briser le silence par la parole, dénoncer les injustices au lieu de les tolérer. Chacune peut revendiquer le droit de choisir ses propres rôles, et la société doit cesser de réduire les vies féminines à des étiquettes. Par l'écoute, la solidarité et la transmission, on peut transformer la colère en élan pour construire un monde. Être femme signifie créer et exister. Ainsi, l'émancipation des femmes ne dépend pas seulement de nos revendications, mais d'un effort collectif de toutes et tous pour construire une société plus juste et libre. Je suis celle qui refuse de comprendre. Je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de haussement d'épaule, pas de murmure, pas de prétexte les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un chien que je promène, un petit chien que je cajole et promène. Mon émotion est noire et lourde. Elle a le poids de la hache et le tranchant du silex. Tu disais toujours que le pire nous attend. Pessimiste. Pessimiste en pensée, optimiste en action. Tu penses comme quelqu'un qui ne croit pas à la vie et tu vis comme quelqu'un qui croit. Le pessimiste demeure le privilège de l'homme qui réfléchit. Pas obligé de réfléchir. Pas obligé d'agir. Comment vas-tu? Pardon. Comment sont-tu? Assez mal. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à croire que, discutant ainsi, tu n'aies plus accès à ta mémoire. Mémoire et intelligence ne sont pas localisées dans la même zone du cerveau. Si je dois mourir, je veux que tu sois par toi. Ton absence, elle va m'empoisonner. Elle ne me tuera pas. Reste, s'il vous plaît. Reste avec moi. Je ne veux pas d'autres femmes. Je ne veux pas d'autres assassins. Quel genre d'homme êtes-vous? Le vôtre. Je vous le confirme. Chaque phrase me coûte une suée dans les reins. J'ai l'impression d'avoir le cerveau engourdi, tous les symptômes d'un malaise qu'on appelle l'attirance irrésistible. Tu comprends vraiment rien, hein? C'est exactement ça que je reproche au monde. Les femmes ont toujours été reléguées au second plan. Toujours. On dit que derrière chaque homme, il y a une femme. Tu as déjà entendu cette phrase, non? Et à chaque fois, tu hausses les épaules comme si ce n'était qu'un détail. Et ce n'est pas un détail. Prenons un exemple. Marie Curie. À l'époque, c'est son mari, Pierre Curie, qu'on voulait récompenser. Et pourtant, et tu sais très bien, elle a été tout aussi importante que lui dans leur recherche. Sans lui, sans son mari, Marie Curie serait devenue une femme de
Pierre Curie. Une autre de ces femmes ou filles Prenons un autre exemple. La femme d'Albert Einstein. Tu crois vraiment que c'est impossible qu'elle l'ait aidé? Que c'est absurde d'y penser? Elle a pu simplement l'aider ou résoudre certaines équations. Mais ça, on ne le saura jamais, n'est-ce pas? Voilà ce que je veux dire. Toutes ces femmes ont été oubliées. Leur nom s'est perdu dans l'histoire. Je te demande pas à ce qu'on les retrouve. Évidemment, c'est impossible. Je veux juste qu'on arrête de faire comme si elles n'avaient jamais existé. Comme si elles n'avaient jamais compté. C'est si difficile que ça à comprendre. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Sitting around, waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. We're gonna raise up, get there, yeah. We're gonna raise up, take what's there. Who do we think we are? What do you care? Who do we think we are? What do you care? Qu'est-ce que nous pensons être? Qu'est-ce que ça peut vous faire? You see us as you want to see us, in the simplest terms, in the most convenient definitions. You see us as a brain, an athlete, a basket case, a princess, and a criminal. That's how we saw each other. We were brainwashed. Vous nous voyez comme vous voulez bien nous voir, parce que c'est plus simple et que ça vous arrange. Vous nous voyez comme un cerveau, une athlète, une détraquée, une princesse et une délinquante. But what we found out is that each of us is a brain, an asset, a basket case, a princess, or a criminal. Ce que nous avons découvert, c'est que chacune d'entre nous peut être une athlète, Une chef d'entreprise, une astrologue, une architecte, une mathématicienne, Une folle. une informaticienne,
d'être restés jusqu'à tard le soir. Bravo à vous tous. Je ne sais pas comment vous avez eu l'énergie pour tout faire, pour tout tenir jusqu'au bout. Je suis très très fière de vous. Je vous invite tous qu'on aille boire un petit verre de, je sais pas, de coca, je sais pas ce qu'on a, mais un petit verre. Et que vous félicitiez en vrai les comédiens. Patrick et Cheryl que vous avez oublié d'appeler. Donc, voilà, appelez-les. Merci, David.